Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison du développement durable pour celles et ceux qui sont ici. Et sinon, bienvenue à la maison pour les personnes qui auront choisi de regarder ça dans le confort de leur foyer ou à distance. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est à Montréal pour pouvoir venir profiter de ta présence aujourd'hui, Julie. Donc, aujourd'hui, on a une conférence résilience et adaptabilité. Hein, comme on mentionnait ce matin, c'est quelque chose dont on a besoin, dont on a fait usage durant les 2 dernières années à outrance, pratiquement. Donc, on va essayer de revisiter ça avec toi aujourd'hui. Et c'est présenté dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, la série Belle cause pour la cause. La Maison du développement durable remercie son partenaire principal, Hydro-Québec, et la Ville de Montréal. La série est également présentée en collaboration avec Mouvement Santé mentale Québec. Donc là, je vais parler un petit peu plus de toi, Julie. Donc, Julie, tu es une formatrice organisationnelle, conférencière, coach professionnel. Elle se spécialise en santé mentale, en bien-être, comportement addictif aussi. Est-ce que ça, tu vas en parler aussi aujourd'hui? Oui. Hein? Je pense que oui. Puis j'ai bien hâte d'en entendre parler parce que je pense qu'on en a tous dans une certaine mesure. Donc, tu as comme mission, j'aimais beaucoup ça, lire ça dans ta biographie, la prévention de la souffrance et la déstigmatisation des troubles de santé mentale. Ça aussi, je pense que c'est vraiment essentiel de déstigmatiser tout ça. Et tu vas donc nous offrir des outils puissants, des stratégies aujourd'hui, puis on a vraiment bien hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. À la fin de la conférence, il y aura une période de questions pour les gens ici et à la maison, il y a une section dans le Zoom. Si vous êtes sur Zoom, il y a une section questions-réponses dans laquelle on va accueillir vos questions et les rediriger vers Julie à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole et bon événement. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Aujourd'hui, belle journée ensoleillée, printemps pour recharger nos piles. Est-ce qu'on en avait besoin? Oh yes, je pense que oui. Merci Maude pour la présentation. Je m'appelle Julie Bloom, je suis formatrice organisationnelle. Mes pronoms sont elle, la. Je suis originaire de Montréal, je vis à la Chine et puis je voudrais reconnaître que je vis sur les territoires non cédés de Tiohtià:ke et Kanien'kehá:ka, hein, les terres des Algonquins et des Mohawks. Je vais prendre une petite gorgée avant de commencer. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de résilience et d'adaptabilité. C'est les composantes qu'on a, peut-être sans le savoir, le plus besoin en ce moment. C'est des qualités, des comportements. On va en parler aujourd'hui, mais ce qui est important aussi de se demander, c'est quand on parle de bien-être, quand on parle de santé mentale, on se dit souvent à nous-mêmes, puis le langage qu'on a avec nous-mêmes, je sais ce que je devrais faire. Est-ce que vous dites ça parfois? Je sais que je devrais aller courir. Je sais que je devrais boire moins de vin, que je devrais pas regarder Netflix juste avant de me coucher. Puis, il y a comme quelque chose qui se passe que ça arrive pas. Pourquoi, vous pensez? Oui. On se choisit pas. On a peur. Moi, j'aime bien penser que on se donne pas le droit. Hein? Puis on n'a pas nécessairement la croyance que ce qu'on va faire, ça va nécessairement être vraiment aidant. Parce que c'est des petites choses, hein? C'est des petites choses qui se rendent pas bien dans notre monde cartésien de feuilles Excel. Tant de petites cellules dire se sentir mieux, plus ou moins. Par contre, quand on se sent pas bien, on le sait. Fait qu'on va regarder tout ça, mais je pense qu'on est à un point où on a été tellement suscité, toutes nos ressources ont tellement été exploitées au maximum que là, c'est comme si on se prend les vagues en plein visage. Fait que si vous me permettez aujourd'hui, on va prendre un peu d'auteur pour être capable de regarder ce qu'on fait pour notre bien-être. Puis, c'est ça, puis d'être en mesure de se dire, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, puis est-ce qu'il y a des choses que je veux changer? OK?
Je prendrai la diapo. Parfait. C'est ça, de se donner un regard neuf. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est ce qu'on va voir. OK? Fait que comprendre les effets des 2 dernières années, on sait ce qui s'est passé, mais c'est quoi les effets sur notre cerveau puis sur notre corps? OK? Ensuite, le stress et l'anxiété, vous en avez parlé cette semaine avec les panels d'éco-anxiété, mais encore une fois, les symptômes puis les différencier, le stress puis de l'anxiété, c'est pas si facile en ce moment. La résilience, qui est une qualité qui nous permet de traverser à travers des moments difficiles, puis l'adaptabilité, elle, qui va être la compétence clé qu'on a besoin d'apprendre en ce moment pour les grands temps de changement, qui serait, s'il y a une période difficile, une période de changement, on s'entend que ça serait maintenant. Oui, on a établi ça. On va avoir des outils, des stratégies pour naviguer dans cette période de bouleversement, la pensée adaptée, puis le processus ARC. Vous pouvez voir comme ça, pas ARC. Puis des réflexions, des stratégies pour améliorer notre qualité de vie. Puis on va finir avec une période de questions. Ça vous va comme ça? Parfait. Parfait. Fait que comme disait Maude tantôt, moi, c'est une deuxième carrière pour moi, ce que je fais en formation, en coaching. Fait que je le fais comme conférence, formation atelier, puis coaching 1 à 1. Puis ma mission, c'est vraiment ça, c'est la prévention de la souffrance. Parce qu'il y en a trop, puis parce que au fil du temps, je suis allée papillonner, fait des formations moi-même pour pouvoir offrir le meilleur. Puis la conclusion, c'est qu'on n'apprend pas comme enfant. On n'apprend pas comme enfant la pleine conscience. On n'apprend pas comme enfant à s'autoréguler. Les habiletés socio-émotionnelles, c'est réduit. Est-ce que quelqu'un ici a appris la pleine conscience comme enfant dans sa maison? Mais non. Fait que ça fait quoi? Ça fait qu'on a besoin d'apprendre comme adulte maintenant. Puis souvent, il y a comme une dichotomie dans notre tête qu'on sent de la culpabilité ou de la honte de dire, mais je devrais savoir en tant qu'adulte me gérer. Je devrais être capable de naviguer tout seul à travers tout ça. Puis c'est faux. Même comme adulte, il faut qu'on retrouve une certaine base d'hygiène de vie pour être capable de naviguer. Puis ces outils-là, ils sont nécessaires. Fait que moi, aujourd'hui, je vous présente ça avec beaucoup d'humilité. Je vais vous parler tantôt de mon parcours. C'est le fruit d'une quête que j'ai eu à faire parce que j'avais pas le choix, parce que j'ai été malade, puis que je vous offre aujourd'hui. Fait que les outils que j'ai, puis mon but aujourd'hui, l'objectif, là, c'est vraiment de susciter votre créativité, OK? Qu'on s'ouvre l'esprit à voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je pourrais essayer et aussi qu'est-ce que je pourrais réessayer ou qu'il faudrait que je reprenne, que je recommence parce qu'on est la personne la mieux placée pour savoir, on a des besoins uniques pour savoir de quoi on a besoin. Fait qu'on va y aller comme ça. Bon, c'est ça, tu sais, je vous parlais brièvement de mon travail. Fait que je travaille avec différentes personnes, soit en individuel ou soit en groupe. Puis ce que je vois, c'est que la souffrance, elle est généralisée. Ça n'a pas à voir, tu sais, comme au niveau d'éducation qu'on a, ça n'a pas à voir aux lectures qu'on fait. Les personnes très intelligentes comme les moins intelligentes, tout le monde souffre. Il y a cette constance-là. Fait qu'il n'y a pas de discernement, de discrimination là-dessus. Fait que je pense que la qualité la plus importante qu'il faut en ce moment, c'est de dire, il faut que je regarde ça avec humilité, avec des yeux nouveaux de débutant pour être capable d'améliorer ma qualité de vie. Tantôt, je vous disais que j'ai pas eu le choix. Mais en fait, il y a quelques années, j'ai fait, comment vous expliquer, ce qu'on pensait être un burn-out, dépression, crise de milieu de vie, un tsunami. OK? On va dire ça comme ça. C'était pas beau. J'étais très malade physiquement, psychologiquement.
Puis, finalement, ce qu'on a su, c'est que ça a été long avant, bonjour, venez vous asseoir, que j'ai des diagnostics. Puis, c'était le stress post-traumatique d'événements dangereux qui est arrivé dans mon milieu de travail. Pendant 20 ans, j'ai été prof d'espagnol au cégep puis à l'université. Puis, fait que là, il a fallu que je commence à guérir. Fait que ça a été long. Puis, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà souffert de vertige. On en entend beaucoup parler récemment. Les vertiges, puis le stress, c'est des BFF. Ça vient souvent en combo. Fait que si vous souffrez de vertige, souvent, là, on a quelque chose à regarder dans notre vie. J'ai souffert de vertige sévère, tenu sur les murs. J'ai vécu dans le coin de mon sectionnel pendant un bon 6 mois. Fait que réflexion, des lectures, je pouvais pas en faire. Ça m'a pris beaucoup de temps à guérir. J'ai travaillé avec 2 neuropsys en même temps. Un pour la rééducation cognitive parce que j'avais même perdu l'usage de la parole. J'avais de la difficulté à faire des phrases cognitives. Puis vous allez remarquer, parfois, là, je vais bégayer encore un petit peu, mais heureusement, j'ai récupéré l'ensemble de mes langues, puis je suis capable de m'exprimer correctement. Mais ça a été jusque-là. Fait qu'avec je faisais la reconstruction cognitive. J'ai appris à ce moment-là que j'avais un TDAH aussi, qui expliquait des choses aussi, comme quoi la vie, elle me coûtait peut-être un peu plus cher que ça use. Puis, avec l'autre neuropsy, j'ai fait des traitements pour le stress post-traumatique. Mais vous comprendrez bien que même aller près de mon milieu de travail, ça voulait plus. Fait qu'il a fallu que je me recrée une nouvelle carrière. Fait que ce que j'ai fait, puis maintenant, avec un peu de recul, je suis capable de voir que, tu sais, parce que j'étais prof permanente, bien à l'aise dans mes bas, mes Birkenstock, c'était réglé. Puis là, maintenant, je choisis de le voir comme un coup de chance. Ça a été beaucoup de guérir, de me recréer une identité, parce que l'identité de prof d'espagnol, c'était en moi. Fait que d'être capable de faire ça, puis là, d'aller choisir, réétudier, puis me reformer pour faire le travail que je fais maintenant. Puis maintenant, avec un peu de recul, je suis comme... Je me sens tellement chanceuse, puis tellement à ma place, puis je sens... Ce qu'il y a de plus beau pour moi, c'est de pouvoir aider. Fait que je me sens à ma place là-dessus. Fait que ça, c'est pour moi. Puis, oui, Maud, on se disait tantôt, le rétablissement, les dépendances. Quand je suis allée faire ma formation de coaching, j'ai fait en Floride en coaching de rétablissement pour les dépendances différentes, là, aux drogues, à l'alcool. Puis pendant ce processus-là aussi, avec les vertiges, se tenir sur les murs, vous comprendrez bien que l'alcool, ça faisait pas bon ménage. Puis j'étais la maman typique qui travaille à temps plein, puis bien caféinée, puis bien, on pourrait pas faire un verbe avec chardonnay, mais vous comprendrez où je m'en vais, là, tu sais, pour me réveiller le matin, puis m'apaiser le soir. Puis j'avais besoin d'arrêter de boire de l'alcool. Je suis aujourd'hui sobre depuis 4 ans, puis mon Dieu, c'est ça. Chaque matin est un bon matin quand on boit pas d'alcool. Fait que ça... Pour je vois des petites réactions. Oui, ça porte à réflexion parce que aussi, on va en parler dans un instant, mais pendant la pandémie, le taux de consommation d'alcool et d'autres drogues a augmenté beaucoup. Puis, oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi, je suis facilitatrice. Je recommence. Il y avait beaucoup trop de consonnes. Je suis facilitatrice avec la fondation She Recovers. She Recovers, c'est 400 000 femmes à travers le monde qui sont en rétablissement. Fait que, puis, avec la pandémie, c'est venu à des rencontres 2 fois par jour en virtuel. Puis en français, je sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est un lifeline. Ça sauve des vies. Fait que puis en même temps, moi, je suis vraiment capable de voir qu'est-ce qui se passe pour vrai, les détresses, tu sais, parce que ces personnes-là, ils travaillent aussi. Fait que je peux voir aussi la détresse des travailleurs. Fait que
En ce qui concerne ça, puis tu sais, tantôt, je vous parlais d'essayer des choses nouvelles, la créativité. Je veux vous partager parce que pour moi, ça a été, puis ça va t'intéresser, ça a changé ma vie. À cause de ce que j'ai vécu, je suis restée avec des séquelles de gestion de stress, mais plus précisément ici, au niveau du cerveau, ça me fait mal. J'ai une oreille qui bloque. Le stress, il y a quelque chose, ça me fait comme une hypervigilance. Puis j'en avais parlé à ma médecin pour savoir est-ce que je serais rendue à prendre la médication parce que c'était vraiment pas facile à négocier. Puis concours de circonstances, moi, le yoga, j'avais une relation, je m'excuse, amour-haine avec ça. Le cœur me levait quand je faisais des chiens inversés. Puis, je m'étais blessée plusieurs fois. Fait que ça me tentait pas. Puis là, mon amie Marie, au 1er janvier, m'a dit, Julie, je fais un défi yoga avec Yoga with Adrienne. Elle a une chaîne sur YouTube. J'ai dit, OK. Première journée, je me blesse. Mais il y avait comme quelque chose qui me disait, continue. Fait que là, j'adaptais la pose, mon petit pied que j'avais blessé. Puis, au bout de 10 jours, j'étais comme, mais je vois une différence dans mes symptômes de stress. Puis là, au bout de 30 jours, j'en avais plus. Fait que ça, qu'est-ce que ça m'a mis? Puis le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que les choses, ça colle pas toujours la première fois. Puis il faut essayer plus qu'une fois. Puis des fois, ça prend la bonne personne pour nous inspirer. Fait que qu'est-ce qu'on peut? Puis allez-y, tu sais, commencez à penser à ce que vous pourriez revisiter, des choses que vous pensez qui vous feraient du bien. Je vais passer brièvement à la pandémie. OK. Fait que là, les 2 dernières années, 6e vague de COVID, on a eu des hauts, pas tant, surtout des bas, surtout des bas, puis qui nous ont affectés. Avant la pandémie, souvenez-vous qu'il y avait une épidémie de troubles de santé mentale avant, qui a été exacerbée. Fait que ce soit pour le burn-out, la dépression, la consommation d'alcool, c'était déjà bien entamé. On ajoute la couche de la pandémie, puis avec le temps, il y a la crise climatique, une guerre, de l'instabilité politique, ça a des répercussions. Ça nous affecte, bien sûr. Fait que la plupart d'entre nous, depuis le début de la pandémie, puis Sonia Lupien nous l'explique très bien, on vit en situation de stress chronique. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est en mode de flight freeze, OK? Fait que d'être en évitement ou en mode combat, constamment dans notre corps, on perçoit des menaces. Fait qu'il faut trouver le moyen de se calmer. Puis les dernières données, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, je dis ça avec un sourire, mais c'est pas drôle du tout. 84% des employés de compagnies de 100 personnes ou plus souffrent actuellement de burn-out dans le monde occidental. 84%. Puis la chaire de recherche Mont-Relief, les dernières données de février nous disent que 55% des Québécois, des travailleurs québécois vivent avec un trouble de santé mentale. Fait qu'il est vraiment temps là, d'y faire. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, là, je vous mets, puis c'est même pas en français, pardonnez-moi, mais elle était trop délicieuse. Tous les niveaux de la pyramide des besoins de Maslow ont été acceptés, puis nos priorités ont changé. Fait que là, Wi-Fi toilet paper en anglais, ça va pour tout le monde, là, j'imagine. C'est devenu des sources de stress, des sources de préoccupation. En plus, vous souvenez-vous au début, quand aux nouvelles, ils nous disaient ça devrait durer à peu près 3 semaines, cette pandémie-là. Fait que là, au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui se sont ajoutées, des mal-être, puis effectivement, ça, tu sais, vous souvenez-vous, au début, on se demandait, on porte-tu un masque, on porte-tu pas de masque, faut-tu laver notre épicerie, les boîtes de céréales, c'est-tu long au début? Puis avec le temps, qu'est-ce que c'est venu faire? C'est venu nous ajouter, affecter tous nos besoins.
mais aussi nous apporter de la fatigue émotionnelle, de la langueur. Tu sais, la vie devient insipide. On manquait de relations, bien sûr, de support. Fait que ça a été trop long, bien sûr. Puis là, avec la fatigue émotionnelle, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a de l'irritabilité qui est née. Je ne sais pas, chez vous, notre balle, elle a moins de rebond. Elle en a presque plus. Puis c'est drôle parce que la définition de la résilience, c'est d'être capable de rebondir. On en parle dans un instant. Fait qu'on est affecté beaucoup. On n'a plus de cette zone tampon-là pour s'autoréguler. Fait qu'il y a beaucoup de personnes là, qui sont rendues là, à la souffrance. Parfait. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est le besoin constant de s'adapter. On a constamment besoin de s'adapter. La seule constante, c'est que tout change. Puis, comme je vous disais tantôt, ben notre balle, elle manque de rebond. On a beaucoup suscité notre résilience. OK? Puis, on va regarder ça. Un petit mot juste avant de passer à la résilience, le stress et l'anxiété. Comprenez-vous bien la différence ou c'est comme moyen? Fait que le stress, en fait, c'est quand il y a une menace réelle. On va y aller avec un lion qui nous court après. Stress, ça, c'est facile à comprendre. Ensuite, l'anxiété, c'est l'anticipation. C'est appréhender une menace. Fait que genre, OK, on part avec un lion. Si je vais en safari, on a tous le budget pour aller en safari, bien sûr, puis il y a un lion qui me court après, je ressens ça. Ça, c'est l'anxiété. C'est anticiper. Si demain, je passe pas mon examen, s'il arrive quoi que ce soit dans le futur, ce qui se passe, c'est qu'on peut plus faire la distinction parce que notre robinet de stress puis d'anxiété, il est ouvert comme il faut. Fait que l'anxiété, les symptômes sur le corps sont les mêmes. OK? Fait que quand on se demande, est-ce qu'il s'agit d'une situation lion ou chihuahua? Si ça ne s'est plus dans votre intérieur, c'est bien normal parce que les signes physiologiques, comportementaux, émotionnels sont les mêmes, c'est la même souffrance. OK? Puis, dans les comportements, bien sûr, on parle, qu'est-ce qu'on a fait pour s'adapter? C'est d'adopter des comportements, des mécanismes d'adaptation qui sont soit sains ou malsains. Sains, la tisane, le yoga, parler à des amis. Malsain, on va plus dans justement les dépendances, dans le marathon Netflix. Fait que ça, juste pour vous mettre en perspective, là, si vous ne sentez pas la différence, c'est normal. On passe à la résilience. La résilience, c'est une qualité. Puis vous allez voir, parce que l'adaptabilité, ça n'en est pas une. C'est des choses différentes. C'est une qualité souvent associée aux émotions et aux capacités physiques. Tu sais, on peut le voir physiquement, être résilient, c'est avoir de bons muscles, être flexible, être fort. C'est notre capacité à tolérer, endurer, faire face aux défis, aux difficultés. Une certaine force, une certaine habileté. Notre pouvoir de surmonter des imprévus, des entraves, des ennuis. Puis aussi trouver des moyens de passer au travers, aller jusqu'au bout des choses. Fait que c'est vraiment dans le but de compléter. Fait que là, on se rend compte que compléter, aller au bout des choses, est-ce que c'est possible dans la situation avec laquelle on vit? Est-ce qu'on est certain qu'il va avoir une fin? Mais non. On est usé. Fait que là, il faut vraiment aller ailleurs, puis aller activer le super pouvoir de l'adaptabilité. Ça va être notre meilleur allié.
fait. Puis, bon, dans la résilience, excusez, je reviens un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous avez encore besoin d'avoir un peu de résilience pour être capable de passer au travers, bien, de un, comprendre et accepter que la souffrance, c'est un processus qui fait partie de la vie. Puis ça, c'est dur pour certaines personnes. Puis savez-vous pour qui c'est dur? C'est difficile pour les parents. Parce qu'on, tu sais, nos enfants, là, on voudrait jamais qu'ils souffrent. Puis on voudrait les protéger, tout dans Watt avec un casque pour aller dans la vie. Mais on peut pas. Puis il faut pas. Nos enfants, il faut qu'ils se fassent les dents. Puis il faut qu'ils soient capables d'avoir dans l'adversité des ressources pour passer au travers. C'est la même chose pour nous. Fait que c'est bon pour nous, puis ça fait partie de la vie, puis il faut l'accepter. Ensuite, cultiver le bien-être de corps et d'esprit, mais prendre soin de soi. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, on s'entend-tu qu'on est... Notre corps est pas mal un bâton pour tenir notre cerveau. Puis il y a plein de choses qui nous habitent. Fait qu'il faut reconnecter avec tout ça. Puis ça, c'est une clé. Choisir des pensées saines, une perspective positive et optimiste. C'est pas toujours facile. Savez-vous c'est quoi le pourcentage en tant qu'humain, parce qu'on est conditionné, là, le pourcentage de pensées négatives qu'on a? En général, allez-y. 50%, 60%, quelqu'un dit mieux? 80 dans mes dossiers. 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire là, puis qu'on a le pouvoir de se reprogrammer, puis ça nous aide d'être capable de le faire. Fait que d'adopter une perspective. On nous parle beaucoup de la gratitude, puis il y en a qui commencent à avoir mal au cœur de ça. Mais de dire, mon Dieu, je reconnais, tu sais, comme on se disait ce matin, hey, dans mon bungalow, je suis capable de voir le lever du soleil puis le coucher du soleil. C'est une belle chance dans la vie, dans Balconville. Fait que d'adopter une posture qui est positive, c'est important. Ça nous protège, ça nous aide. Puis on le sent, là, quand on est avec des personnes qui sont négatives, qui nous drainent, on sent le siphonnage de notre énergie, non? Fait que c'est important d'être ça pour nous, d'être ça aussi pour les autres. Alors oui, d'adopter. Puis il faut pas verser non plus. Tu sais, on entend beaucoup de la positivité toxique. Que quand c'est trop, quand c'est pas authentique, c'est correct de dire ça va pas, puis il faut être capable de le dire. Puis ça, c'est une autre chose. Créer des liens, un système de support qui est bienveillant, c'est fondamental. Puis, je vous dirais qu'au Québec, en Amérique du Nord, c'est moins répandu. On a plus de difficultés avec ça. Puis je pense que, tu sais, si on regarde là, les générations, dans le passé, c'était plus l'Église, la religion qui donnait un sens de communauté. Puis aujourd'hui, bien, on vit dans un monde qui est peut-être un petit peu plus individualiste, solitaire, que les gens, c'est quelque chose qui nous manque en général. Puis, dans notre bien-être, de prendre soin de soi, c'est une composante vraiment importante qui manque à beaucoup de personnes, spécialement maintenant. Puis c'est ça, s'habituer à demander de l'aide. Êtes-vous à l'aise avec ça? C'est difficile. Puis je vous dirais que, tu sais, ce que je vois dans les ateliers que je donne, on me dit beaucoup, Julie, je suis tellement déchirée, j'ai tellement dans mon assiette, j'ai tellement à faire que je me sens coupable tout le temps. Je me sens coupable de ne pas donner assez de temps à mes enfants, je me sens coupable de ne pas donner assez à mon travail, puis je me sens coupable de ne pas prendre soin de moi, mais prendre soin de moi, ça m'apporte de l'anxiété. C'est tellement beaucoup. Fait que c'est comme si on navigue dans l'océan, puis on nage dans l'océan, puis on se prend les vagues en pleine face. C'est dur de prendre de la hauteur, faire des réflexions, puis se dire
qu'est-ce que je peux faire? Fait que c'est ça, on va continuer un petit peu là-dessus. L'adaptabilité, le super pouvoir. Je vais prendre une petite gorgée. L'adaptabilité, au contraire, c'est pas une qualité, c'est une capacité. Adopter un état d'esprit utile pour mieux répondre aux besoins de la situation ou de l'environnement. C'est l'aptitude à apporter des réponses appropriées à des situations modifiées ou changeantes. Fait que bien sûr, c'est dans le changement que ça se passe. Puis qui dit changement, dit parfois changement positif. Fait que l'adaptabilité, on en a besoin tout le temps, même quand, pas juste dans une situation difficile comme ce qu'on vit, mais quand on a un nouveau travail, le changement fait partie de nos cycles de vie aussi, fait qu'on a besoin de pouvoir, c'est ça, répondre à des circonstances différentes. C'est une compétence, puis aussi un état d'esprit, un mindset qui accompagne des comportements spécifiques. On va rentrer là-dedans un petit peu plus, décortiquer ça. C'est en premier, remarquez qu'il y a un changement qui se passe. Vous allez dire, mais oui, mais en ce moment, qu'on se prend les vagues une après l'autre, on ne remarque pas tout le temps parce qu'on est en survie. Puis, de se poser la question, OK, qu'est-ce qui se passe ici? L'habilité d'adopter une posture d'ouverture, d'acceptation et d'humilité. On revient à ce qu'on se disait tantôt, l'ouverture, avoir un regard neuf, essayer des nouvelles choses, revisiter. L'humilité puis la créativité, c'est nos meilleurs alliés en ce moment pour se sentir bien. La capacité, l'adaptabilité, c'est ça aussi, trouver des nouvelles approches et des alternatives pour répondre aux changements. On n'est pas toujours capable en ce moment, on navigue. Puis la force de se motiver à essayer des nouvelles stratégies et des ressources. Qu'est-ce que vous avez vu en vous ou dans les personnes que vous connaissez depuis la pandémie? C'est quoi les défis que vous avez? Moi, je dirais que j'ai des gens qui habituellement étaient très stables, sont devenus submergés. Vraiment? Oui. Submergés, j'étais comme surprise de les voir aussi submergés. À un moment donné, il fallait que je prenne un recul parce que je me disais, là, ça m'atteint. Il fallait que je gère mes propres choses. Puis là, je recevais ça. Je me disais, OK, c'est beau d'avoir la compassion, là. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde se prenne en charge aussi. Bien sûr. J'ai senti qu'il y a beaucoup de gens qui étaient submergés, incluant moi, par moment. Bien ça, oui. Tu nommes quelque chose d'important. Se sentir submergé, c'est une chose. Puis d'avoir le réflexe aussi, la stratégie que tu as eue, c'est de prendre un peu de recul pour te protéger. C'est important. Puis beaucoup de personnes dans les ateliers aussi que je fais m'ont dit, moi, Julie, j'ai eu le besoin d'arrêter de regarder les nouvelles. Est-ce que vous aussi? Oui, hein? D'autres défis, d'autres choses qui sont sorties pour vous? Oui. Moi, ça m'a amené à lire beaucoup plus que je le faisais et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais oui. De voir des films. Mais beaucoup, j'ai remarqué que j'ai lu peut-être ce que je n'avais pas lu en 10 ans. Wow. Mais c'est ça, ça apporte du calme. Puis on apprend, ça nous divertit. Oui, c'est une bonne stratégie. Quelqu'un d'autre? Solitude et d'isolement en plus de ce que ça demandait. En difficulté? Oui. Oui, hein? D'être confiné. Ce que moi, j'ai perçu, c'est beaucoup plus d'isolement et moi, ça a été un besoin de connexion extrême pour justement aller chercher ces gens-là qui étaient seuls, mais qui n'avaient jamais vécu la solitude, peut-être. Fait que le besoin mutuel de... Puis, qu'est-ce que tu as trouvé comme stratégie? Est-ce que tu as... Zoom! Fait que, qu'est-ce que vous faisiez dans les faits? Des soupers sur Zoom? Ah, ma vie, moi, était oui, Zoom OK. avec tout le monde. Ma mère, mon conjoint, mes élèves.
des amis qui allaient pas bien, un café, 5 à 7. Mais c'était volontaire et joyeux. Tant mieux. Oui, ça a contribué beaucoup à aider. Est-ce que tu as ajouté quelque chose ou c'était juste un plaçage de lunettes? Non, mais j'allais rajouter juste après qu'elle ait parlé. Donc, moi, ce que j'ai trouvé par rapport à la ministre, c'est qu'on a une mise en question sur l'emploi. Et je pense que ça rejoint beaucoup ce qu'elle a dit parce que on était étudiante, en même temps, on travaillait, on était toujours sur le go. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'était quand même stressant, mais ça m'a quand même permis de faire un pas en arrière et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Parce que j'ai l'impression que j'étais toujours en train de faire des choses pour mon avenir, ça c'est sûr, mais toujours avec, en fait, il y avait toujours des choses à faire, toujours. Donc, le fait de tout arrêter, c'était un blocus pour moi, en fait. C'était vraiment, on dirait que tout ce que je fais, en fait, c'est pas pour moi, finalement, c'est pour d'autres personnes. Donc, c'était beaucoup de remise en question par rapport à Des belles réalisations. Oui, ça nous a permis ça, hein, tu sais, puis quand on parle de la grande démission dans le monde du milieu de travail change et changer peut-être pour toujours, puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Beaucoup de personnes se sont remis en question, puis aussi cette période-là de grande démission, on l'appelle maintenant la période de grande adaptation. Fait que oui, tu sais, de voir, au contraire, moi, dans mon quotidien, j'étais plus sollicitée avec mon mari, ma fille, l'école à la maison. J'étais jamais toute seule. Fait que comme, tu sais, c'est bien en partie, mais des fois, pour au niveau de stress puis de bruit dans mon cerveau. Fait que j'ai appris 2 choses, moi. J'ai appris à me faire une tisane puis partir au bord de l'eau en auto, même l'hiver, et écouter un podcast pour être seule un petit peu. Puis j'ai appris aussi à dire à mon mari et à ma fille, « Hey, je vous aime, je vous adore, mais là, je m'en vais me cacher. » D'être capable de faire ça, tu sais, il faut trouver des trucs. Moi, ça amène beaucoup plus d'empathie. Mais oui, c'est vrai. Ah, c'est une bonne chose. Oui, tu sais, on voit la souffrance des autres. Ça, on y est parfait. Fait que là, on a la résilience qui nous aide à passer au travers. On a l'adaptabilité qui nous aide à naviguer dans le changement. Là, on va y aller un petit peu plus pratique. Pour ce qui reste, la pensée adaptée. Moi, c'est une des choses que j'ai apprises avec mes 2 neuropsys. Ça a été fabuleux. Savez-vous c'est quoi la pensée adaptée? C'est donner l'espace, l'importance qu'une situation ou un événement devrait avoir et pas plus. Ça semble simple, hein? Donner le temps, l'espace, l'énergie, l'importance à une pensée ou à une situation. Oui, mais dans la vraie vie, est-ce que ça ressemble à ça? Pas tant. Fait que ça, c'est observer nos pensées en les catégorisant de fausses ou pas aidantes pour ensuite créer un discours bienveillant et aidant en se disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aidant? Je vous donne un exemple. Votre collègue au bureau, on va l'appeler Martine. Elle vous regarde d'une drôle de façon pendant la réunion. Vous restez avec ça, vous vous demandez, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Puis là, toute la journée, vous avez les ruminations, le petit hamster que je vais vous l'écrire. J'ai appris ça de Guillaume Dulude. Ça s'appelle, c'est une vraie chose, la boucle frontostriatale. Fait que ça part de notre cortex préfrontal, ça va au striatum, puis ça fait une loupette jusque dans notre système limbique. Puis vous avez bien deviné que dans cette belle loupette-là, c'est rarement des pensées positives. Hein? Frontostriatal. C'est une autre façon de dire qu'on rumine. On rumine, le hamster, mais ça fait bien dans des discussions de salon, ça. Oui! Dans la boucle frontostriatale, savais-tu ça? Écoute, vous allez gagner des points solides. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Martine,
Elle nous accompagne la nuit. On est capable de se partir des parties d'apocalypse la nuit, de se réveiller, puis ça nous habite. Bon, ça, c'est la situation avec Martine. Mais il y a d'autres situations où on n'est pas toujours capable de contrôler. Puis, maintenant que notre robinet de stress et d'anxiété est ouvert, ben, ça y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Je veux vous parler aujourd'hui du processus ARC. C'est simple. Puis, il y en a des processus semblables qui s'appellent RAIN, en anglais des acronymes. A, portez votre attention sur la situation. Arrêtez, respirez, observez. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je trouve que je pense beaucoup à Martine aujourd'hui, peut-être un peu trop. Ça me dérange. Reconnaissez et accueillez les sentiments et les pensées sans jugement, d'être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, choisissez la pensée ou les réactions. Ça, c'est un processus. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer pour être capable de répondre au lieu de réagir. Donc, d'utiliser notre cortex préfrontal ou le siège de notre intelligence émotionnelle, de notre rationalité, de notre intuition, c'est tout là. Tandis que quand on est en réaction, puis dans l'anxiété, ben c'est l'amygdale. Fait que ça, c'est plus le siège de la colère, des réactions, des émotions. Puis cette citation, vous l'avez sûrement déjà vue, de Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, puis dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Puis dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Fait que le but de toutes les choses qui sont méditation, qui sont entraînement de l'attention, c'est d'être capable de prendre une situation, peser sur le bouton pause, la regarder, dire qu'est-ce qui se passe, puis d'ensuite être capable de choisir. Fait que pas être dans action-réaction. Fait que ça, c'est un processus que tout ce qui est pleine conscience, qui met notre corps et notre esprit en relation, le yoga, c'est un entraînement qui nous aide à ça, mais qui nous aide avec la résilience, puis aussi avec l'adaptabilité. Fait que, tu sais, quand on parle de pleine conscience, puis on se dit, je suis pourrie en méditation, je pense à plein d'affaires, je fais ma liste d'épicerie, c'est pas grave. Il faut le faire, puis il n'y a pas de note. Personne vient évaluer, là, je note, elle a une pensée par rapport. Non. Puis moi, j'ai un prof de méditation qui s'appelle Zen Bon JPC. Il vit à San Diego. Puis c'est un moine qui fait du skateboard puis qui dit des jokes de moine. Super. Puis il y a une belle citation qui dit « On médite pour être bon à la vie, pas à la méditation. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Il n'y a pas de note. » Fait que là, on enchaîne avec notre dernière partie, des stratégies pour ça, pour être capable de s'aider. Ça semble simple, mais elles sont vraiment puissantes. Nommez ce qui se passe dans votre tête. Verbalement, ça enlève, c'est une façon prouvée de réduire le stress puis l'anxiété. Je me sens pas bien, j'ai peur, j'appréhende ma réunion. Déjà, juste de le nommer à haute voix, c'est très puissant. Ensuite, créer une période d'inquiétude. Parce que là, quand on est parti sur le dossier de Martine, on y pense. Vous pouvez vous dire, OK, de 5h à 5h20, je vais m'en donner à cœur joie. Mais jusque-là, je vais essayer de réduire. Écrire un journal. Moi, c'est ça dans mon quotidien. Tu disais que tu te lèves à 5 heures. Moi, c'est 6 heures je me prends un thé seule, puis j'écris mon journal, puis le chaos qu'il y a dans ma tête, je suis capable de le mettre dans mon journal, puis de laisser ça là. Fait que ça m'aide beaucoup à avoir de la perspective. Vivre sa période d'inquiétude, 5h à 5h20, on y va, mais en défiant nos pensées, en se disant, est-ce que c'est vraiment vrai ou si c'est ma perception?
Puis d'avoir un regard bienveillant, de se dire, est-ce qu'il y aurait une façon plus positive de voir les choses? Puis le scénario que je me fais, qu'est-ce que c'est les probabilités que ça arrive? Souvent, pas beaucoup. Puis souvent de se mettre la peau dans qu'est-ce que je dirais, moi, à un ami qui vit ça? Parce que souvent, on est dur avec nous-mêmes. Agir. Le lendemain au bureau, demander à Martine, dire, écoute, je me sentais comme ça. Fait que, tu sais, ça s'applique bien sûr à d'autres situations. Bouger, connecter, hein, le bâton qui tient notre tête, ça nous aide beaucoup pour la sécrétion d'hormones. Méditer pour prendre un peu de calme, de clarté, de perspective, puis en parler aux bonnes personnes. Hein, on le sait, par exemple. Des personnes à qui on a confiance, qui nous font du bien, qui nous comprennent. Fait que ça, c'est les meilleurs outils que j'ai à vous partager. Puis c'est là, je vois le temps filer. Mais ce que je voudrais que vous rapportiez avec vous aujourd'hui, c'est de vous dire où est-ce que je peux être plus ouvert? Qu'est-ce que je peux essayer? Là, vous avez eu des nouveaux outils. Qu'est-ce que je serais prêt à faire là-dedans? Qu'est-ce qui me semble bien? Puis de se dire, tout ce qu'on fait, chaque petit geste, chaque petite chose, ça contribue à notre cercle vertueux de bien-être. Fait que c'est comme l'effet composé en économie. Plus on a de petites choses, ça devient exponentiel, puis ça fait vraiment une différence. Fait que voyez-le, au lieu d'un cercle vicieux, un cercle vertueux. Qu'est-ce qui sont les petites choses? Puis parfois, ça peut être, tu sais, c'est prouvé maintenant de prendre une douche froide quand on a l'humeur à plat, que ça fait une différence. Ça ravigote. Oui, il faut se préparer, mais quelles petites choses on peut faire dans notre quotidien? Fait que c'est ça, je vous invite à regarder où est-ce que ça pourrait faire une différence. Puis j'espère que ça vous a plu. On va passer à la période de questions. Je voulais vous dire avant, si jamais vous avez besoin d'informations à propos des formations que je donne, je fais beaucoup aussi dans la compassion parce que je pense que c'est un élément vraiment important. Je pense, Lynn, tantôt tu l'as nommé, on en a besoin. Fait que n'hésitez pas. Merci beaucoup, Julie. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des commentaires, quelqu'un qui aimerait prendre parole par rapport à ce que vous avez vu, entendu aujourd'hui? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça m'a fait prendre conscience de ce que vous avez dit et que je fais, et aussi ce que j'ai à faire, ce que j'ai à corriger. Merci. On a tous à apprendre. Vraiment, là, c'est le travail d'une vie. Oui, je suis bien d'accord avec ce que Julie dit. Hein? Des fois, on pense un jour à la fois, mais j'aime bien penser des fois 1 heure à la fois et parfois, j'ai besoin de me dire 1 minute à la fois. Tellement. Puis un petit pas à la fois aussi. Ces ateliers-là, je n'en ai pas suivi dans le temps de la pandémie, j'en ai suivi en Zoom. C'est la première que je suis live. C'est le fun, hein? Oui. C'est que souvent, on regarde ce qui est dit, on dit, ben oui, je le fais. Mais ce que je fais, ça vient comme donner du pouvoir à, je peux continuer à le faire. Après, je faisais. Donc, ça me reconnecte. Elle me dit, mais tu vois, tu l'avais dit. Alors, ça encourage. Mais oui, ça vient valider que ce qu'on fait, c'est positif, puis ça nous donne de la motivation pour continuer, puis parfois pour essayer d'autres choses. Absolument. De se rendre compte que d'autres personnes le font aussi. C'est une validation, de se valider aussi dans le besoin de le faire. Ça apporte quelque chose. De le partager aussi, parce qu'au-delà du virus, on peut contaminer notre réseau avec nos outils.
J'adore. J'aime beaucoup ta perspective. Vraiment. Puis la contagion, c'est quelque chose qui est ressorti dans les panels au fil de la semaine qui se sont faits ici à la Maison du développement durable. Une contagion positive, la contagion par l'action, par le geste, la contagion par OK, même si je suis marabout ce matin, OK, go, tu sais, je sors dehors puis je vais sourire à quelqu'un qui passe, je vais me mettre un sourire sur le visage parce que ça va le donner à quelqu'un d'autre au lieu d'amener sa mauvaise humeur avec soi puis d'être une mauvaise contagion, si on veut. D'autres réflexions ou des questions pour Julie? Moi, j'en ai. Est-ce que je peux les poser? Vas-y. J'aime ça, poser des questions puis approfondir un peu. Donc, je me compte vraiment là-dedans. Je suis une personne occupée. Je suis vraiment fatiguée. Puis, j'ai pas le temps et l'énergie de toujours prendre soin de moi. Y a-tu un point de départ que tu suggérais? Mettons, une première action. Là. Tu dis, bon, moi, Maude, là, je le sais, t'es débordée, tu travailles tout le temps. Ça serait quoi la première action que tu me suggérerais de faire? La première action que je te suggérerais de faire, c'est de faire quelque chose pour prendre la distance. Okay. Fait que de te réserver un moment pour toi, pour réfléchir. On s'offre pas ça, hein. Souvent, avec la famille, on dit non, faut toujours que je sois là, comme parent monoparental ou non, de dire là, j'accepte. Mes enfants, ils vont être devant la télé pendant une demi-heure. Je vais aller voir, me regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je sens. Tu sais, c'est peut-être pas du Netflix ou un sac de chips que j'ai besoin, je suis fatiguée. Puis là, d'avoir un peu de perspective pour dire OK, je vais faire ça, je vais planifier demain une gardienne ou je vais demander de l'aide à ma mère pour avoir un temps pour moi. J'ai plus rien à donner. Ma coupe est vide. Je suis stressée à bloc. Fait que de se donner du temps, moi, ça serait le premier réflexe, Maude, que... Ça semble simple pourtant quand tu le dis. Mais ça je me rends compte que je le fais pas. J'ai pas le réflexe de le faire. C'est se donner la permission, c'est s'autoriser. Parce est-ce que moi j'ai le droit? Tout le monde souffre, tout le monde a des besoins, j'ai besoin de moi, mais nous, on a aussi des besoins. On a le droit d'y répondre. Oui, je pense que déjà juste de valider qu'ils sont là, hein? Tu l'as nommé aussi, de dire ben j'ai un besoin, il est là, de l'identifier puis de les nommer. Prendre le temps puis prendre une distance. Là, il y a quelques questions qui sont survenues en ligne que je me suis notées ici. Donc, que puis-je faire? Ça, c'est intéressant. Je pense que je vais l'appliquer pour moi aussi. Tiens, que puis-je faire pour me débarrasser de ma mauvaise habitude de regarder Netflix et de me coucher trop tard? Je me sens toujours fatiguée et irritable. Bon, peut-être pas irritable en ce qui me concerne, mais je comprends qu'effectivement, trop d'écran, ça... Ben ça, c'est un gros morceau. Ça paraît simple. Oui, coupable dans la salle? J'ai reçu un conseil. Oui! Un conseil, c'est de plutôt se concentrer sur ses mauvaises habitudes, c'est de prendre cet espace pour établir une nouvelle habitude, bonnes habitudes. J'aime ça. Donc, établir des nouvelles habitudes au lieu de se dire « faut que j'arrête de faire ça parce que c'est pas bon pour moi ». Le plus difficile, je trouve, moi, c'est la période de transition. Oui. Entre le moment où c'est ça mon réflexe, là, je vais aller l'allumer, Netflix, puis moi, mais il faut autre chose, mais je ne sais pas quoi d'autre faire. Oui. Mais là, il y a comme la période de transition où je suis nowhere. Après, il va dire « Ah, mais là, tu peux faire colorier un mandala. » Bon. Mais ça ne vient pas tout de suite. Là. Non. Ben encore, ça revient à la même chose, se donner du temps pour dire c'est quoi mon besoin, qu'est-ce que je veux faire. Puis dans la liste des choses qui me feraient plaisir, on a ce droit-là exécutif de notre leadership de nous-mêmes, là, dire dans ma belle précieuse vie, qu'est-ce qui me tenterait, moi? Puis c'est vrai, Netflix, là, c'est un gros morceau parce que c'est facile, c'est stimulant, on parle de la dopamine, puis oui, c'est vrai, qui se couche trop tard et grognon le lendemain. On peut se le dire, tu sais, carburer à l'énergie qui est pas si positive juste parce qu'on a regardé la télé. Fait que souvent de se poser la question, tu sais, comme moi, par exemple, je suis hypersensible. Game of Thrones, c'est pas mon ami. Des rôtis de bras puis quelqu'un qui non, c'est pas pour moi, ça me fait pas du bien. Fait que de se poser la question. Est-ce que ça me sert? Est-ce que c'est bon pour moi? Puis de oui, se l'autoriser le moment de dire
je fais un changement, je me permets de faire un changement. Oui, de prendre l'espace pour ça parce que ça revient à une addiction finalement. Puis les addictions, on le sait que c'est mauvais pour nous, puis on le sait qu'on devrait faire autre chose. Oui, Karine? Mais moi, j'applique avec ce qu'on pourrait appliquer avec les enfants, c'est qu'ils ont un choix de jouer. On peut faire un pot avec des idées. Ah, j'aime ça. Oui! Puis on ne sait pas quoi faire, on se met la main dans le pot, on pige, puis on joue. Et faire ce pot-là quand on est reposé. Quand tu es reposé, tu le fais. Oui. Quand tu es fatigué, tu te dis, j'ai juste le goût de Netflix quand je suis fatiguée. Oui, mais c'est ça, se faire des cases où on se réserve du temps pour soi. On peut-tu faire ça? Tu sais, on en a du temps, pas prendre Netflix puis dire, moi, dans mon agenda, je me surligne ça en rose puis c'est du Julie Time pour prendre soin de moi, réfléchir, puis m'organiser dans le futur pour augmenter mon capital satisfaction, ma joie, dire pas appréhender, mais être excité, anticiper. Merci de dire, je vais aller souper dans un vrai restaurant avec ma vraie amie live, puis de s'organiser des choses dans le futur pour nous faire plaisir. Ça aussi, ça contribue à notre cercle vertueux de bien-être. Oui, vraiment. Il y avait une autre question ici. Je m'occupe de mon enfant et de mes parents vieillissants. Je suis épuisée. Quelle est la meilleure chose à faire? La génération sandwich, hein, c'est les personnes qui sont le plus taxées. Dans les personnes qui sont le plus taxées en ce moment, il y a beaucoup de souffrance. Puis ajoute à ça, souvent quand on est chef de famille monoparentale, il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse. Fait que je pense que en premier lieu, même recette, se donner du temps, on peut en trouver, mais aller chercher de l'aide, des ressources, du support. Puis du support, tu sais, de la compassion, de l'empathie, comme vous disiez, mais pas juste dans aller chercher de l'aide, mais de la connexion, puis un sens de communauté, d'entraide. Fait que, tu sais, tantôt, je vous parlais de She Recovers. Moi, ça remplit, je fais ça de façon bénévole, ça rend aider les autres, c'est une des choses qui fait le plus de bien. Puis, fait que de faire partie de ces communautés-là, de sentir qu'on appartient, c'est fondamental. Oui, puis ça revient à ce que tu nommais de se donner le droit d'aller chercher de l'aide aussi. C'est difficile. On a l'impression, demander de l'aide, je suis capable de faire ça, mais rendu au moment de le faire, surtout pour des situations familiales, c'est très personnel. On se rend compte que le pas peut être difficile à franchir. Puis une fois qu'on le franchit, en tout cas, je parle plus peut-être pour moi, mais une fois qu'on le franchit, le pas, on se rend compte que, Caroline, il y a donc bien des mains tendues pour m'aider. Puis ils sont là, puis on s'en rend pas compte. Puis c'est au moment de demander de l'aide que, mais oui, je vais t'aider, je vais venir te donner un coup de pouce, ou ils vont aider à aller chercher des ressources à l'extérieur, dans ce qui est disponible là, au niveau sociétal. T'sais. Puis il faut pas oublier que ça, c'est la base de la compassion. Puis cette personne-là qui nous aide, ça lui fait autant de bien, sinon plus qu'à nous. Oui, absolument. Des questions? Oui? Moi, ce que j'ai beaucoup de difficultés, parce que je suis assez âgée maintenant, c'est de faire le ménage de choses qui a été toute ma vie, ma carrière, tout ça, et de me débarrasser, puis ça m'étouffe beaucoup. Et je ne sais pas comment chercher de l'aide là, parce que je veux jeter des choses, je dois me débarrasser, puis je garde. Et c'est toute ma vie qui passe là, les bons souvenirs, les choses, je n'ose pas jeter. Ça crée du chaos, hein? C'est gros. Et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Si ça peut m'aider d'avoir quelqu'un avec moi, peut-être. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des suggestions? Il n'y a pas un de vos enfants qui pourrait le faire avec vous? Oui, ça m'avait aidé à un moment donné. Mon fils est venu, mais il est très occupé aussi. Ça fait il s'est occupé à d'autres choses. Moi, j'ai interrompu, mais ça allait. Ou une amie proche peut-être. Oui, l'amie est souvent plus une confidente qu'un de nos enfants. C'est vrai. Peut-être une amie. Il y a aussi effectivement des services avec des bénévoles ou des services qui sont là pour aider dans des circonstances comme ça, pour vider des logements, faire du tri. Il faudrait que je regarde en ligne la source exacte, sauf que je sais que j'ai déjà des amis proches qui ont fait appel à ça pour des parents justement qui avaient
plus la capacité ou que ça devenait une charge trop grande de vider leur appartement ou les boîtes ou les souvenirs et tout ça, puis d'aider à faire un tri pour dégager parce que effectivement, ça peut être une grosse tâche à une personne seule. Donc, peut-être qu'on pourra regarder cela. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, il y avait une question dans le Zoom. Oui. Quand vous parlez de balado-diffusion que vous écoutez, quelqu'un va savoir ce que vous recommanderiez comme écoute de balado. C'est que là, la plupart des balados que j'écoute sont en anglais. C'est pas grave. Fait que moi, j'aime The Good Life Project de Jonathan Fields. Il reçoit des personnes super allumées qui partagent. J'aime aussi beaucoup celui de Glennon Doyle. The Good Life Project. J'apprends plein de choses, puis ça m'a permis d'apprendre puis d'aller voyager. Ça, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup les podcasts de rétablissement, donc de Bubble Hour. Puis, il y en a un, j'ai fait partie aussi, si vous voulez aller l'écouter. Il y en a en français, il y en a en anglais, puis ça s'appelle The Cold Turkey Podcast. OK. Vraiment intéressant. Donc, ça, tu pourras peut-être m'envoyer les liens, les noms. Avec plaisir. De toute façon, on envoie un courriel à toutes les personnes qui ont participé en ligne et en personne avec les ressources qui ont été nommées. Donc, vous pourrez recevoir tout ça par courriel à la maison aussi pour ceux qui étaient inscrits. En conclusion, Julie, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour repartir en ce beau samedi? Ben, moi, ce que je vous dirais, là, on pourrait peut-être prendre la décision ensemble de se faire un printemps interne. Tu sais, ménage, de se faire un petit ménage, de prendre un moment pour se faire de la place, pour activer notre créativité, pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. On vit encore un peu une période de torpeur. Est-ce qu'on pourrait faire le choix conscient de s'ouvrir aux possibilités, s'ouvrir aux autres et penser à ce qui nous ferait du bien, ce qui nous ferait plaisir? Ça vous convient, ça? Merci beaucoup. Un grand merci. Julie Bloom. Donc, allez voir son site web pour ses formations. Toutes les informations, c'est vraiment un beau site. C'est toujours agréable d'être en ta compagnie. Encore une fois, je remercie les partenaires de la Maison du développement durable, Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de notre programmation, qui fait en sorte que tous ces événements peuvent être gratuits et disponibles pour tous et toutes. La Ville de Montréal, Belle Cause pour la Cause, qui est le commanditaire de la série sur la santé mentale 2022 et une belle collaboration avec Mouvement Santé mentale Québec. Encore un grand merci, Julie, et bonne journée tout le monde. Merci à toi, Maud. Merci.